Voilà, donc nous allons commencer avec le cours de logique et raisonnement. Comme je le disais, c'est un cours qui est à la base des mathématiques. C'est-à-dire que si vous voulez faire des mathématiques, vous êtes ambitieux, vous voulez faire des mathématiques sérieusement, bien vous voulez suivre un parcours où il y a beaucoup de mathématiques, vous devez vous atteler normalement sur ce cours, un cours de base mathématiques, afin d'asseoir solidement ces bases mathématiques. C'est très très important. Vous voyez, voilà, vous devez les maîtriser comme en fait vos doigts, quoi. Vous devez les maîtriser comme vos doigts. Ok. Donc, tout d'abord, ce qui est, disons, à la base de la logique mathématique, ce sont ce qu'on appelle les variables propositionnelles ou bien les accessions. Voilà. C'est quoi ici une acception? Une acception, voilà, quand on entend par une accession, bien une proposition. Voilà. Ce qui est à la base de la logique mathématique, ce sont les accessions, bien les propositions, ou encore appelées les variables propositionnelles. C'est quoi une acception ici? C'est juste un énoncé qui possède une valeur de vérité. C'est tout. Un énoncé pour lequel on peut dire si oui c'est vrai, ou si c'est vrai ou bien si c'est faux. Et vous voyez, c'est ça une acception. Une acception, c'est un énoncé qui possède une valeur de vérité. Quand on dit que un énoncé qui possède une valeur de vérité, c'est pour dire que soit c'est vrai, soit c'est faux. Et jamais les deux à la fois, bien évidemment. Et vous voyez. Vous savez, ce n'est pas tous les énoncés qui possèdent une valeur de vérité. Hein. Ce n'est pas tous les énoncés qui possèdent une valeur de vérité. Quelqu'un peut me donner là un énoncé qui n'est ni vrai, qui n'est ni faux. Un énoncé, c'est pas tous les énoncés en fait qui possèdent une valeur de vérité. Les énoncés qui, quand je dis posséder une valeur de vérité, ce n'est pas de n'importe quel énoncé qu'on peut dire s'il est vrai ou bien s'il est faux. Il y a les énoncés qui ne sont ni vrais ni faux, c'est-à-dire qui n'ont pas de valeur de vérité. Je vais vous donner un exemple d'énoncé, ok? Je vais prendre Emmanuel, comme ça. C'est un énoncé, mais je ne vais pas dire que cet énoncé est vrai ou bien faux. Mais bon, Emmanuel, est-ce que Emmanuel a une valeur de vérité? Emmanuel, c'est juste un nom. Ce n'est ni vrai, ce n'est ni faux. Je vois. Ok. Donc, le mathématicien juge important de définir d'abord ce qu'il appelle une assertion ou bien ce qu'on appelle une proposition. Une proposition ici, c'est un énoncé auquel on peut attribuer la valeur de vérité vrai ou faux, mais jamais les deux à la fois. Mais jamais les deux à la fois. Donc, vous voyez qu'on a donné plusieurs exemples là-bas. Voilà. Plusieurs exemples. L'énoncé Kofi est mortel, Kofi est un, blablabla. Moi-même, je vais vous donner quelques énoncés. Vous allez me dire lequel parmi eux sont des assertions. Ok, je vais vous donner des énoncés. Vous allez me dire lequel parmi eux sont des assertions, lesquels ne sont pas des assertions, etc. Ok, donc on va bien s'amuser avec ça. Voilà. On voit. Ok, donc je donne cet énoncé là. 3 plus 7 égale à 20. Je donne l'énoncé Z inclus dans R. Je donne l'énoncé 1, 2, 3. Je donne l'énoncé 1, 2, 3 comme ça. Voilà. Dans les énoncés que j'ai donnés, voilà, lesquels sont des accessions. Je vais les appeler respectivement énoncé A, énoncé B et énoncé C. Lesquels sont des... Dites-moi si... lesquels sont des accessions, donnez-moi leur valeur de vérité. Voilà. Donc on commence. Est-ce que A est une assertion? Quelle est sa valeur de vérité si c'est une assertion? A est une assertion et oui. Sa valeur de vérité c'est... Voilà, ok. A est une assertion fausse.
A est une assertion fausse. D'accord. B, est-ce que c'est une assertion? Est-ce que B est une assertion? Quelle est sa valeur de vérité? B aussi est une assertion vraie. Est une assertion vraie, d'accord. C. C n'est pas une assertion. Voilà. On a juste écrit un ensemble. Bon, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire ça n'a aucune valeur de vérité. Donc C n'est même pas une assertion. Voilà. N'est pas une assertion. Ok, d'accord. Là, vous avez compris ce qu'on appelle une assertion. Voilà. C'est déjà bon. Donc, je pense qu'on peut continuer alors sans aucun problème. Donc, c'est ce qu'on dit d'abord. Donc, vous voyez, c'est des trucs simples. Maintenant, les assertions, je pense qu'on ne l'a pas écrit ici, mais sachez que les assertions sont notées avec des lettres majuscules. Voilà. Les assertions, comme je l'ai mis, grand A, grand B, grand C, grand P, grand. Souvent, on utilise les lettres majuscules pour noter les assertions ou bien les propositions ou bien les variables propositionnelles. Maintenant, ce qu'on appelle un prédicat. Un prédicat, c'est un énoncé contenant des lettres appelées variables et qui est tel que quand on place ces variables par des éléments donnés, on obtient une assertion. Voilà. Donc, contrairement en fait à une assertion, un prédicat comporte des variables. De telle sorte que quand on donne à ces variables des valeurs, on obtient des assertions. Je donne un exemple. Quand je mets l'énoncé is appartient à Q. Vous ne pouvez pas dire de cet énoncé s'il est vrai ou bien s'il est faux si vous ne connaissez pas is. Est-ce que vous voyez? C'est un énoncé qui dépend de is. Cet énoncé, en fait, dépend de x. Sa valeur de P dépend de is. C'est une fonction de is. Je vais la noter P de x. Voilà. On voit que si je prends par exemple P de pi, P de pi, c'est égal à quoi? Pi appartient à Q. Est-ce que P de pi est une assertion? Si oui, quelle est sa valeur de vérité? P de pi, est-ce que c'est une assertion? Si oui, quelle est sa valeur de vérité? Faux. Faux. Donc c'est une assertion fausse parce que pi n'est pas un nombre rationnel. P de pi est une assertion fausse. Donc c'est ce que l'on dit en fait dans le cours, que en fait une assertion, voilà, qu'est-ce que je dis? Un prédicat, voilà, un prédicat, c'est un énoncé comportant des variables. Comportant des variables. Voilà. Tel que quand on leur donne des valeurs, quand elles prennent des valeurs dans un certain ensemble, des valeurs dans un ensemble donné, on obtient quoi? On obtient des assertions. C'est tout. C'est ça un prédicat. Un prédicat. La différence entre prédicat et assertion, c'est juste que dans un prédicat, il y a des variables. Il y a des variables, voilà. Ok. Bon, là, je vais d'emblée donner quelques petits exemples. Si je prends l'énoncé, voilà. X et Y sont des nombres impairs. Ok. Je prends l'autre énoncé. Voilà. 3 et 5 sont pairs. Et je prends aussi l'énoncé. L'ensemble constitué de XY, voilà, est égal à l'ensemble constitué de A et B. Je prends l'énoncé aussi, voilà, XY comme ça. Dites-moi lesquelles sont les assertions, lesquelles sont des prédicats. Voilà, donc prenons le premier énoncé. Assertion, prédicat ou aucun des deux. Assertion, prédicat ou aucun des deux. Le premier énoncé. Énoncé 1, énoncé 2, 3, 4. Premier énoncé, est-ce que c'est une assertion?
Est-ce que c'est un prédicat? Ah, c'est prédicat. C'est un prédicat, voilà, parce que ça dépend de variables. Donc, c'est un prédicat, voilà. C'est un prédicat. D'accord. 2. C'est quoi? L'énoncé 2 est... L'énoncé 2, il s'agit de quoi? Deux assertions. D'une assertion. Ok, d'accord. Bon, voir. Ok, l'assertion est-elle vraie ou bien est-elle fausse? Fausse. Elle est fausse. Ok. Ça là, c'est une assertion ou bien un prédicat? Ou bien aucun des deux? Bon, selon moi, tout n'est ni assertion ni prédicat. Parce que des deux côtés sont des variables. Ok, bon. Si je prends ça là, si je prends ensemble 3, 4 est égal à ensemble de 7. Est-ce que c'est une assertion ou bien c'est un prédicat? Ou est-ce que ce n'est aucun des deux? Ça, c'est une assertion qui est fausse. Assertion fausse. Oui. Voilà. Alors que ce que j'ai écrit là résulte de ce que j'ai écrit ici. En donnant la valeur X 3, Y 4, A 2 et B 7. Si vous dites que ceci est une assertion fausse, pourquoi vous ne voulez pas que ça soit un prédicat? Vous voyez? Ah ouais. Donc c'est un prédicat. Parce que quand vous donnez aux lettres des valeurs, vous obtenez des assertions. Est-ce que vous avez compris ça? Donc c'est un prédicat. C'est compris? Ok, je sais que vous avez compris ça. Si quelqu'un n'a pas compris, il nous dit. Le 4, c'est quoi? Un prédicat. Est-ce que c'est vrai de dire que le 4 est un prédicat? Oui. Je viens de commencer par ce que je n'arrive pas à faire la différence entre Tu n'arrives pas à faire la différence entre prédicat et assertion. Oui, je dis que un prédicat, c'est un énoncé dans lequel il y a des lettres. Dans un prédicat, il y a des lettres. Vous voyez, maintenant, ces lettres-là représentent des variables. Dans un prédicat, il y a des lettres représentant des variables, de telle sorte que quand vous donnez à ces variables-là, maintenant des valeurs, vous obtenez maintenant une assertion. Voilà. Une assertion, c'est juste un énoncé qui possède une valeur de vérité. C'est-à-dire, c'est un énoncé dont on peut dire s'il est vrai ou s'il est faux. Mais jamais les deux à la fois. Jamais les deux. Donc, si vous pouvez dire d'un énoncé s'il est vrai ou bien s'il est faux, pour nous, c'est une assertion ou bien c'est une proposition. Voilà. C'est une assertion ou bien c'est une proposition lorsque vous pouvez dire de l'énoncé s'il est vrai ou bien s'il est faux. C'est ça une assertion. C'est bon. C'est ça une assertion. Maintenant, un prédicat là, c'est un énoncé dans lequel il y a des variables. Vous voyez, c'est l'exemple par exemple du 1. Il y a deux variables que sont X et Y. Donc, je ne peux pas dire directement si cet énoncé est vrai ou pas, parce qu'il y a des variables dedans. Vous voyez? Donc, je sais que sa valeur de vérité dépend en fait des variables. Donc, je vois qu'en fait, si je donne à X, Y des valeurs, par exemple, si je donne à X la valeur 0 et à Y la valeur 0, je vais obtenir 0 et 0 sont des nombres impairs. Ce qui est en fait une assertion qui est fausse. Si je donne à X la valeur 0 et à Y la valeur 0, j'aurai 0 et 0 sont des nombres impairs, ce qui est une assertion qui est fausse. Ouais, donc vous remarquez qu'à partir de cet énoncé, si je donne à X, Y des valeurs, je peux obtenir un nombre infini d'assertions qui sont soit vraies, soit fausses. On va dire que ce énoncé est un prédicat. Est-ce que vous avez compris ça?
Si vous n'avez pas compris, dites-moi où vous n'avez pas compris. Bon. C'est bon? Ok. Oui, maintenant c'est bon. D'accord. C'est bon. D'accord. Je m'en réjouis. Donc, dites-moi, vous avez tous compris pourquoi l'énoncé 3 est un prédicat. Vous avez compris cela? Voilà pourquoi est-ce que l'énoncé 3 est un prédicat? Oui. D'accord, parce que c'est un énoncé. Oui. Voilà, parce que c'est un énoncé tel que quand vous donnez voilà, aux lettres des variables, aux variables des valeurs, vous obtenez une accession. Et j'ai donné un exemple. Si je donne à X la valeur 3, Y la valeur 4, A la valeur 2, et B la valeur 7, j'obtiens l'énoncé, l'ensemble 3, 4 est égal à l'ensemble de 7, ce qui est en fait un énoncé qui est faux. C'est une accession fausse. Voyez? Ceci est donc un prédicat. Maintenant, le 4. Le 4, c'est... Le 4, est-ce que c'est une accession, c'est un prédicat? Qu'est-ce que c'est? Sur le 4. On voit une erreur ici. Bon, il y a un petit problème. Je reviens. Ok, je crois que c'est bon pour tout le monde. Donc, je disais, l'énoncé 4. Est-ce que c'est une assertion ou bien c'est un prédicat? Faites ça rapidement, on va terminer là. Ça, c'est pas sur ça que moi je veux traîner. C'est pas quelque chose de compliqué. Personne n'est là. Si on pouvait inventer une méthode pour chicoter en ligne, là, ça serait bien. J'active ici, ça vous tape là-bas. Comme ça, bon, la ça va très vite, quoi. Oui, le 4, là, l'énoncé, là, est-ce que c'est une assertion? Est-ce que c'est un prédicat? Ou bien c'est aucun des deux? Prédicat, hein? Aucun des deux. Qu'est-ce que vous prenez? Ah, ok. Comme personne ne répond. Moi, je dirais aucun des deux. C'est aucun des deux. Voilà, c'est aucun des deux. Ça là, ce n'est pas une assertion. Vous ne pouvez pas dire que ça là, c'est vrai. Ce n'est pas un prédicat non plus. C'est vrai qu'il y a des valeurs dedans, mais si vous donnez ici des valeurs, vous ne pouvez, par exemple, ensemble 3, 4 comme ça. Est-ce que ça a une valeur de vérité? Aucun. On ne peut pas dire que l'ensemble 3, 4 est vrai ou bien s'il est faux. Donc, bon, ça n'a aucune. Donc, c'est aucun des deux. Parce que ça là, ça n'a aucune valeur de vérité. Quel que soit X et Y, ça n'a aucune valeur de vérité. Ok, donc vous avez compris l'affaire là. Rien de vraiment compliqué. Voilà. Donc en fait, l'objectif, je le rappelle, de notre cours de logique mathématique, c'est d'asseoir votre raisonnement. C'est pour que vous sachiez bien raisonner. Parce que les mathématiques, pour les faire, il faut, même vous avez déjà remarqué que cela, c'est du raisonnement. Ce n'est que du raisonnement. Si vous avez la suite, vous avez, disons, la logique dans votre esprit, la compréhension va très vite. Voilà, je sais ce dont je parle. Donc voilà, c'est ça un prédicat. Un prédicat est un énoncé contenant des lettres appelées variables et qui est tel que quand on remplace ces variables par des éléments donnés, on obtient une accession. Donc voilà, il y a plusieurs exemples qui sont donnés ici dans le cours. Vous pouvez lire ça. Voilà, maintenant on va parler d'une partie qui m'intéresse beaucoup. On va parler des connecteurs logiques. Très très important. Très très important. Dans un cours de logique mathématique, quand on parle de connecteurs logiques, c'est vraiment important. Donc, ok. Premièrement, nous avons défini quoi? Ce que c'est qu'une assertion. Ou bien ce que c'est qu'une proposition. C'est la même chose. Ok. Maintenant, sachez que à partir des assertions, on peut obtenir d'autres assertions. Voilà, c'est ça qu'on va introduire ici. Qu'on appelle des assertions composées. Disons, initialement, c'est comme si j'ai des atomes. C'est comme si j'ai des atomes. Et à partir de ces atomes-là, je vais former des molécules. J'explique. Disons que vous avez deux assertions. Première assertion, P. Lomé est la capitale du Bénin. Ok.
Q, la section. Porto Novo est la capitale du Bénin. Ok. Maintenant, à partir de P et Q, je peux avoir une autre section. Je peux avoir par exemple la section R qui est Lomé est la capitale du Bénin. Je peux former une section du genre Lomé est la capitale du Bénin et Porto Novo est la capitale du Bénin. Je peux avoir quelque chose comme ça. Et Porto Novo est la capitale du Bénin. On va dire que la section R est une accession composée. Et que, en fait, ces atomes, ces accessions atomes, les accessions qui la composent sont les accessions P et Q. Vous voyez que R est obtenu à partir de P et Q. À partir de quoi? À partir de ça. C'est comme si j'avais relié P avec Q, avec ce qu'on appelle un connecteur logique. Un connecteur logique. Donc, en gros, les connecteurs logiques, ce sont des symboles ou bien ce sont, disons, des entités, peu importe comment vous les appelez. Ils permettent, à partir d'assections, d'obtenir d'autres assections. C'est l'idée qu'il faut comprendre ici. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons plusieurs connecteurs logiques que nous allons étudier. On a le connecteur E, c'est-à-dire le connecteur E avec ce symbole-là. Bon, le connecteur E. Voilà, symbole E comme ça. Le connecteur OU. Symbole comme ceci. Le connecteur de la négation. Le connecteur de la négation non. Symbole comme ceci. Le connecteur de et ou non. Le connecteur implique. Le connecteur de l'implication. Le connecteur implique. Symbole comme ceci. Le connecteur équivaut à. Le connecteur de l'équivalence. Symbole ceci. Nous allons étudier chacun de ces connecteurs là. Voilà. Le connecteur du E appelé conjonction. Le connecteur OU appelé disjonction. Le connecteur de la négation, non, pour la négation. Le connecteur de l'implication. Ce sont des symboles peut-être, bon, vous avez rencontré surtout l'implication et l'équivalence. Et le connecteur de l'équivalence. On va les étudier. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va définir la négation d'une accession? Voilà. Donc, on va parler d'abord de la négation. Comment est-ce qu'on définit la négation d'une accession? Quand on vous demande de donner la négation d'une accession, qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez en fait que en logique mathématique, on s'intéresse à des trucs de ce genre-là. Voyez-vous? Voilà. Parce que c'est important. Pour le moment, peut-être vous n'allez pas voir l'importance de la chose, mais vous verrez bien plus l'importance de la logique mathématique. C'est sur la logique que s'actionnent les mots de raisonnement. Vous savez, pour faire certains genres de raisonnement, on utilise certaines façons de raisonner. Maintenant, si vous ne savez même pas les méthodes de raisonnement, est-ce que vous pouvez faire ces genres de travaux? Pour démontrer certaines choses, mais pour établir certains résultats, on utilise certains modes de raisonnement. Mais si vous ne connaissez pas ces modes de raisonnement, vous voyez que vous êtes déjà bloqué. C'est comme si par exemple vous voulez aller à la guerre, mais vous n'avez pas les outils qu'il faut. Voilà. Alors que ces outils, on les utilise partout. La logique mathématique s'utilise dans toutes les branches des mathématiques. Donc c'est très important. Surtout ce qu'on va étudier tout de suite là. Ce n'est pas seulement en mathématiques qu'on les utilise, mais on l'utilise aussi en informatique. La logique mathématique est à la base même de l'informatique. C'est au niveau des fondements de l'informatique. Ceux qui étudient les circuits analogiques en physique, ils en savent beaucoup. Ça rentre aussi dans l'étude des circuits électriques. Donc bon, c'est quelque chose de vraiment sérieux. Donc je vous exhorte à bien suivre et bon, à poser des questions si vous ne comprenez pas. Ok, donc je vais parler de négation. Bon, tout le monde sait déjà intuitivement ce que c'est que la négation d'une assertion, mais la négation
d'un énoncé. Je vais vous montrer à peu près ce dont il s'agit. Donc, on va définir cela formellement ici. On prend en fait une assertion P. Voilà. La négation d'une assertion P. Voilà. Bon, au lieu d'écrire tout ça là. Voilà. La négation d'une assertion P, c'est l'assertion notée non P. Ok? Non P. Donc, c'est l'assertion non P. Il faut lire ça non P. Qui est vrai lorsque P est fausse et fausse lorsque P est vrai. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Voilà. Donc, la négation de P, c'est l'assertion, c'est une autre assertion non P. Qui est vrai lorsque P est fausse, qui est fausse lorsque P est vrai. C'est-à-dire que la négation de P est l'assertion. La négation de P est l'assertion dont la valeur de vérité est celle qui est contraire à la valeur de vérité de P. Est-ce que vous voyez? C'est tout. Vous voyez la table de vérité. La table de vérité permet de voir, disons, la définition de, voilà, de la négation. Donc, vous mettez dans une table l'assertion P. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si P est vrai, non P est comment? Si P est vrai, non P est faux. Et si P est faux, non P est comment? Est vrai. C'est tout. C'est ce qu'il faut savoir sur la négation. C'est comme ça qu'on définit la négation d'une assertion. Voilà. Exemple, il y a des exemples qu'on a donnés ici. L'assertion P, 24 est un multiple de A pour négation. 24 n'est pas un multiple de 2. Le prédicat, il s'appartient à A pour négation. Bon, moi, je vais vous donner certains exemples. On va voir. Disons, je vous donne. Donc, je disais, la table de vérité de la négation se comporte comme ça. Hein. Voilà, si vous avez une assertion P, si elle est vraie, la négation non P est fausse. Si elle est fausse, la négation non P est vraie. On appelle ça une table de vérité. Table de vérité de la négation. Voilà, ok, je vous donne certains exemples. Vous allez me donner la négation. Ok, je vais vous donner des trucs là. Vous allez essayer de me donner la négation. On va bien s'amuser. Bon, je vais commencer par des trucs très simples. Prenons P, la session 3 égale à 4. Quelle est sa négation? Non P, c'est 3 est différent de 4. C'est évident, d'accord, merci. Donc, non P, c'est 3 est différent de 4. Il ne faut pas être un sorcier pour le savoir. Ok, donc c'est 3 différent de 4, d'accord. Merci beaucoup. Je vais prendre Q, la session 3 est inférieur à 4. Quelle est sa négation? La négation, c'est 3 est supérieur ou égal à 4. 3 est supérieur ou égal à 4. Ok, j'attire votre attention là-dessus. Là, voilà. Quand vous voulez passer à la négation, voilà, si vous voulez la négation de X est strictement inférieur à Y, c'est bon, je vais mettre comme ça. Je vais mettre un petit tableau, je vais mettre proposition, bien prédicat et négation. Je vais mettre prédicat, je vais utiliser des variables et je vais donner leur négation ici. Prédicat P. Voilà, donc négation du prédicat P. Bon, en tout cas, prédicat, négation. Vous aurez compris ce que je veux dire. Ok, donc, il nous a dit que la négation de X inférieur à Y, c'est X supérieur ou égal à Y. Ok, si X n'est pas strictement inférieur à Y, il y a deux cas. Soit X est égal à Y, soit X est supérieur à Y. Ok, je sais que vous avez compris ça. Je vais prendre un autre exemple. La négation de X appartient à l'ensemble A, c'est quoi? La négation de X appartient à A. C'est X n'appartient pas. X n'appartient pas à A, c'est ça, non? Ok. La négation de X moins Y, on va, non, je pense ceci. Il faut que je prenne quelque chose et puis tout le monde passe à côté, quoi. Sinon c'est pas intéressant. Bon, X supérieur ou égal à Y, c'est quoi? X c'est inférieur. Ok, d'accord. Là, bon, les gens sont présents. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je veux que vous soyez présents comme ça jusqu'à la fin. Hein. Bon, ok, je vais un peu
m'amuser avec vous là. La négation de f est une fonction croissante. F est croissante. C'est quoi? F est strictement décroissante. Ok, c'est faux. F On va voir ça par la suite. Vous n'avez pas pourquoi c'est faux. C'est juste. Bon, on n'a pas saisi ce qu'il a dit à ça. Il a dit quoi? Il a dit que f est une fonction strictement décroissante. Selon moi, f est une fonction croissante. La négation, c'est qu'il existe deux éléments A et B, tels que A plus petit que B. Deux éléments A et B, tels que A plus petit que B, implique que f de A est plus grand que f de B. C'est faux aussi. Bon, je vais vous expliquer pourquoi c'est faux par la suite. Bon, pour le moment, je sais que ce n'est pas encore au niveau de notre évolution. Mais bon, on va en parler. Mais bon, c'est juste pour vous dire que trouver la négation n'est pas aussi simple que ça. Mais sauf que je prends des exemples simples pour commencer. Bon, ok. En tout cas, avant la fin de la séance, nous allons revenir là-dessus et vous comprendrez. Bon, en tout cas, réfléchissez là-dessus en attendant. Ok, réfléchissez encore, mûrissez vos réflexions. Sinon, bon, déjà par rapport à celui qui dit que la négation de f est croissante, f est décroissante, je lui explique pourquoi c'est faux immédiatement. Voilà, f est croissante graphiquement par exemple, c'est que c'est comme si la courbe montait. Disons simplement que la courbe montait. Voilà ça. Mais si la courbe, maintenant on te dit que la courbe on te dit que la courbe ne monte pas. C'est-à-dire que la courbe monte. La courbe monte. La négation de la courbe monte. Est-ce que ça veut dire que la courbe descend? La négation de la courbe monte, c'est pas que la courbe descend. Ça peut vouloir dire que la courbe fait comme ça. Je sais pas si vous voyez. La négation de la courbe monte n'est pas que la courbe descend. Voilà, c'est une façon simple de vous faire comprendre pourquoi est-ce que la négation de f est croissante ne peut jamais être f est décroissante quand même. Vous avez compris ça? La négation de la courbe monte n'est pas la courbe descend. Voyez-vous? Une fonction qui n'est pas croissante n'est pas forcément décroissante. Elle peut être à la fois croissante et décroissante sur des intervalles, voilà, sur certains intervalles, certains sous-intervalles de l'intervalle ou même de l'ensemble sur lequel on étudie. Est-ce que vous voyez? Mais bon, on va revenir là-dessus bien plus tard. Ok. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez compris quand même ce dont on parle au niveau de la négation. Oui. J'ai une question. Oui, laquelle? Je suis en face de moi deux fonctions f et g. Oui. Définies de R vers R. Oui. Et la question est d'écrire la négation de f égale à g. Ok, négation de f égale à g. Ok, là, on va revenir là-dessus, ok? Négation de f égale à g, non, je vais revenir là-dessus. Quand je vais parler des quantificateurs, Okay, on va revenir là-dessus. Ok. Ok, d'accord. Ok, là, on continue. Donc, on a parlé de la négation. Maintenant, on va parler ensemble de la conjonction. On va parler de la conjonction. On prend deux variables propositionnelles P et Q. Donc la conjonction, bon, au lieu de me tuer, a écrit la même chose. Là, allons-y ici directement. Donc la conjonction des accessions P et Q notées P et Q, comme vous le voyez, P et Q, s'il vous plaît, ne vous confondez pas le symbole de la conjonction au symbole de la disjonction. Bon, moi, l'astuce que j'utilise pour ne pas oublier, je vous montre, c'est parce que quand je vois le et, je pense à l'intersection qui est retournée. Quand je vois le ou, je pense à l'union qui est retournée. C'est juste une façon mnémotechnique de ne pas oublier. Ok? Ok, on y va. Ok, là on y va. J'étais où là?
Donc, je parle de la conjonction des accessions P et Q notée P et Q est l'accession qui est vraie lorsque P et Q sont simultanément vraies et fausses dans tous les autres cas. C'est comme ça qu'on définit la conjonction. Elle est vraie seulement lorsque les deux P et Q sont vrais et fausses dans les autres cas. J'explique ça là rapidement. Bon, c'est que c'est évident, c'est-à-dire c'est évident cette définition là. C'est intuitif qu'on définit en fait la conjonction comme cela. En fait, si j'écris Lomé est la capitale du Togo, et si je dis que Porto Novo est la capitale du Mali, est-ce que P est vrai? Lomé est la capitale du Togo. Tout le monde sait que P est vrai, n'est-ce pas? Q. Porto Novo est la capitale du Mali. On sait que c'est faux. Maintenant, d'après la définition, est-ce que P et Q est vrai ou bien est-ce que c'est faux? P et Q. Est-ce que c'est une accession vraie ou bien fausse? C'est une accession Fausse. Fausse, voilà. Fausse. C'est comme ça qu'on a défini la conjonction de deux accessions P et Q. C'est-à-dire la conjonction de deux accessions est l'accession qui est vraie, c'est seulement si les deux accessions qui rentrent en jeu sont toutes les deux vraies. Elle est fausse dans les autres cas. C'est pour cela que au niveau de la table de vérité, quand je vais mettre P, Q, je mets ici P et Q. Voilà. Soit P est vrai et Q est vrai. Et dans ce cas, P et Q est comment? P et Q est vrai. Soit P est vrai et Q est faux. Et dans ce cas, P et Q est comment? Est faux. Soit P est faux et Q est vrai. Et dans ce cas, P et Q est comment? Est faux. Soit P est faux et Q est faux. Et dans ce cas, P et Q est comment? Est faux. Vous voyez que le seul cas où P et Q est vrai, c'est le cas où le seul cas où l'accession P et Q est vrai, c'est le cas où les accessions composées, bon, les accessions atomes P et Q sont vraies. C'est bon? On va dire que P et Q est une accession composée. Parce que là, elle est constituée à partir de deux accessions atomes. C'est-à-dire les atomes ici sont P et Q. C'est comme si j'ai des accessions atomes P et Q. À partir de ces deux accessions atomes, j'ai formé l'accession là, P et Q. Qu'on appelle une accession composée. C'est-à-dire elle est composée des accessions atomes, quoi. Ok, maintenant, je vais m'amuser à vous poser quelques petites questions. Prenons la section 3 inférieur à 4. Et 4 inférieur à 2. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Vrai ou faux? Elle est fausse. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est faux? C'est faux parce que la deuxième assertion n'est pas vraie. Voilà, parce que ceci est faux. Voilà, vous avez compris. Ok, je vais écrire ceci. Prenons la question. Le 20e décimal de pi est 7. Et 1 plus 1 égale à 2. Et 2 plus 3 égale à 6. Cette assertion, est-ce qu'elle est vraie ou bien est-ce qu'elle est fausse? Je dirais que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que la dernière chose, La dernière 2 plus est... 3 est égal à 6, non? 2 plus 3 n'est pas égal. D'accord, c'est faux. Voilà. Celui qui va 2 entrer plus 3 va... est égal à 5, c'est pas 6. Ok, d'accord. Donc celui qui va commencer par chercher le 20e décimal de pi, alors qu'il voit que 2 plus 3 égale à 6 est faux,
voyez que lui, il est fichu. Il est fichu. Vous n'avez pas besoin de connaître la valeur de vérité de ça là, ni de ça. Il suffit que vous sachiez que l'un est faux et puis c'est tout. Est-ce que vous voyez? Ok, vous avez compris le principe. Il suffit que un soit faux pour que tout soit faux. On a écrit ça dans la Bible, non? Je pense qu'on a écrit ça quelque part dans la Bible. Donc, si quoi? Bon, j'ai oublié. Je vais encore dire quelque chose de faux, ça. Bon, on continue. Donc, vous avez compris ce qu'on appelle la conjonction. On va parler de la disjonction. La disjonction. Ou le ou. La disjonction ou le ou. Le ou. P ou Q. Voilà. La disjonction de la session. C'est la session qu'on note P ou Q. Voilà. La disjonction de l'utilisation P et Q, notée P ou Q, est la session qui est vraie lorsque l'une ou moins des actions P et Q est vraie. Et fausse dans les deux autres, lorsque les deux sont fausses. Voilà. Voilà. Donc en gros, on est en train de dire que P ou Q, bon, par rapport à la disjonction, beaucoup de personnes se mélangent. Je vais donc préciser les choses en même temps. Quand vous avez P ou Q, c'est une accession qui est vraie seulement lorsque l'un des deux est vrai. C'est-à-dire pour le ou là, on n'a pas besoin que les deux soient vrais. Le ou c'est comme ça. Si je dis P ou Q, c'est vrai dans le cas où P est vrai. C'est vrai dans le cas où Q est vrai. Voilà, c'est tout. Mais même lorsque les deux sont vrais. C'est-à-dire si je fais un tableau, une table de vérité, table de vérité de la disjonction, soit P est vrai, Q est vrai, soit P est vrai, Q est faux, soit P est faux, Q est vrai, soit les deux sont faux. On est en train de vous dire que P ou Q là, en général c'est vrai, il suffit que l'un des deux là soit vrai. Le seul cas où P ou Q est faux, c'est le cas où les deux P et Q sont faux. C'est ça qu'on dit. Non, c'est seulement le cas là où c'est faux. Sinon dans les autres cas là, c'est vrai. Il suffit que l'un soit vrai. Ouais, c'est ça le ou en fait. C'est ça le ou. C'est ça le ou en fait qui est entre les deux. Le ou. C'est le sens qu'il faut donner au ou. En fait, le ou mathématique, le ou, c'est différent du ou que vous utilisez dans le langage courant. En langage courant, quand je dis prends la pâte ou prends le riz. En langage courant, quand je dis ça là, ça veut dire quoi? La personne peut faire quoi? Elle peut prendre quoi? Soit elle prend la pâte, soit elle prend la pâte et elle ne prend pas le riz. Soit elle prend le riz, elle ne prend pas la pâte. Mais est-ce qu'elle peut prendre en langage courant? En langage courant, est-ce que quand je dis ça, est-ce qu'elle peut prendre les deux? Est-ce qu'elle peut prendre à la fois la pâte et le riz en langage courant? Normalement, non. Normalement, non. Voilà. Mais voilà. On dit que le ou que vous utilisez là, on dit que c'est le ou exclusif. Le ou exclusif. C'est-à-dire le ou exclusif exclut le cas où les deux sont vrais en même temps, quoi. C'est que soit fait ça ou soit fait ça. Ne fait pas les deux en même temps. Ça, c'est le ou exclusif. Alors que le ou qu'on vient de définir ici, c'est le ou inclusif. Le ou qu'on vient de définir, le ou inclusif. En mathématiques, le mathématicien, pour lui, le ou là, pour P ou Q, pour lui, P ou Q est vrai lorsque P est vrai ou Q est vrai. Ou lorsque les deux sont vrais. C'est faux seulement dans un seul cas. Donc pour lui, lorsque les deux sont vrais là, P ou Q aussi est vrai. Est-ce que vous voyez? Vous voyez la différence entre le ou comme connecteur logique ici et le ou que vous utilisez habituellement lorsque vous parlez à votre ami ou bien je ne sais pas quoi d'autre dans la vie courante. Je sais que vous avez vu la différence. Ok. Il y a une différence entre les deux ou.
Ici, je veux dire que pour le mathématicien, le ou mathématique, pour le ou mathématique, prend la pâte ou prend le riz. Ça prend en compte le cas où la personne prend la pâte et le riz. Oui. Ça prend le coup. Voilà. J'espère que vous avez compris ça. Ok, je vais vous donner quelques trucs là, vous allez me dire. Prenons A l'énoncé, 1 égale à 1. Prenons B l'énoncé, 2 inférieur à 7. Prenons E l'énoncé, 1 plus 1 égale à 10 000. Voilà. A ou E, est-ce que c'est vrai? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? A ou E est vrai, puisque A est vrai. Voilà. A ou E est vrai, car A est vrai. D'accord. Vous avez compris. Est-ce que E ou E est vrai? Est-ce que E ou E est vrai? E ou E est faux. E ou E est faux. Parce que E est faux, n'est-ce pas? Voilà, donc, Oui, parce que E est faux. voilà, aucun des deux n'est vrai. Aucun des deux n'est vrai. Donc c'est voilà, c'est faux. Est-ce que A ou B est vrai? Oui, c'est vrai parce que Voilà, non, c'est vrai. Les deux sont vrais. D'accord, vous avez compris le ou. Maintenant, je vais vous donner quelque chose. C'est ceci. Selon Issa l'énoncé, le 10e décimal de pi est 32. Qu'est-ce que je dis là? Est 3 plutôt. Hein. Le 10e, c'est 3. Est 3. Ou 1 plus 1 égale à 2. Ou encore 3 plus 3 égale à 7. Est-ce que ça est vrai? Faux? Is est comment? X est vrai parce que 1 plus 1 égale à 2. D'accord, il c'est vrai parce que 1 plus 1 égale à 2. Il suffit que un seul soit vrai pour que vous dites que le tout est vrai, quoi. Donc, il c'est vrai. Car 1 plus 1 égale à 2 est vrai. Ok, vous avez compris le ou. On passe au connecteur suivant. Le connecteur de l'implication. Comment définit-on l'implication P implique Q? P implique Q. On suppose que P et Q sont des assertions. P et Q sont des assertions. Comment définit-on l'assertion P implique Q? L'assertion P implique Q, c'est l'assertion. Est l'assertion qui est fausse seulement dans un cas. Qui est fausse si et seulement si P est vrai et Q est fausse. C'est le seul cas où l'implication est faux. Je vais vous expliquer, bon, je vais essayer de vous donner une façon de retenir cette définition. Je vais vous donner une façon mnémotechnique de retenir facilement cette définition. Comment est-ce que moi je retiens la définition de l'implication? Comment est-ce que je comprends ça? Je vais vous expliquer cela. Parce que bon, au niveau de, c'est à partir de l'implication que ça commence par se corser un peu pour les gens. Mais bon, ce n'est vraiment pas compliqué. Je vous explique. Donc, je disais quoi? Voilà, pour l'implication. L'implication, c'est comme en fait un connecteur qui exprime une relation de cause à effet, ou bien disons, de cause à conséquence, d'effet à conséquence, bon, bref, peu importe, en tout cas, une relation de causalité. Donc, vous voyez, logiquement, je dis bien logiquement, vous ne pouvez pas partir
du vrai, le vrai n'entraîne jamais le faux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en toute logique, partir de quelque chose qui est vrai, suivre un raisonnement cohérent et obtenir quelque chose de faux. Vous ne pouvez pas partir de quelque chose qui est vrai. Par exemple, quelqu'un qui commence par faire un raisonnement, il commence par 1 plus 1 égale à 2. Et après, il arrive à 1 plus 1 égale à 20. C'est que son raisonnement est certainement faux. C'est que son raisonnement est faux. L'implication est fausse. C'est-à-dire de là à là, seulement que c'est faux. Est-ce que vous voyez à peu près l'idée que je veux dire? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le vrai ne peut pas entraîner en toute logique le faux. Donc maintenant, revenons à la définition de l'implication. On dit que P implique Q, l'implication est fausse lorsque P est vrai et Q est faux. C'est-à-dire ça traduit le fait que le vrai ne peut pas entraîner le faux, quoi. Est-ce que vous voyez? C'est la façon dont moi je retiens en fait cette définition de l'implication. Vous allez voir qu'avec ça, vous n'avez pas besoin forcément de bûcher. P implique Q est faux seulement lorsque P est vrai et Q est faux. Parce que le vrai ne peut pas entraîner le faux. Voilà. Dans le cas où P est vrai et Q est faux, sachez que l'implication sera fausse. C'est ça que vous avez compris. Voilà. Mon explication en ce qui concerne l'implication. Voilà. Donc, je disais, donc la table de vérité de l'implication serait quoi alors? P, Q. Oui. Donc ça veut dire on peut partir du faux pour trouver le vrai. Ou bien? Ouais. Oui, on peut partir du faux pour obtenir le vrai. Je vous montre par exemple. J'écris moins 1 égale à 1. Ok? C'est faux, n'est-ce pas? Oui. Ok, j'élève au carré. Est-ce que c'est vrai? C'est très vrai même. Voilà, vous voyez qu'on peut partir du faux et obtenir le vrai. Et l'implication, elle est vraie quand même. Okay. Est-ce que vous voyez? Ceci est faux. Oui, monsieur. Ceci est vrai. Mais l'implication est vraie. Est vrai. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, le faux peut donner du vrai. Le faux peut donner du vrai. Le vrai peut donner du vrai. Mais le vrai ne peut jamais donner du faux. Si le vrai donne le faux, c'est que l'implication même est fausse. Est fausse. Vous avez compris ça? Merci beaucoup, monsieur. Non, plus. Ok, donc là on y va. Vous allez voir que on prend un gars sur un sujet de mathématiques. Il suffit qu'un gars écrit quelque chose de faux quelque part et puis vous allez voir qu'il va commencer par obtenir n'importe quoi. Il peut obtenir ce qu'il lui plaît à partir de quelque chose de faux. Il fait tout pour écrire quelque chose qui est faux quelque part et puis il obtient le résultat. Le prof est même étonné. Si le prof n'est pas clé, là, il ne saura pas qu'il y a eu un c'est pour ça que la personne a pu obtenir. Non, le faux peut donner le vrai. Le faux peut donner le vrai. À partir d'une idée fausse, on peut faire des trucs qui sont vrais. Bon, ok, vous avez compris l'affaire. Donc, l'implication, donc P, on a soit P vrai, Q vrai, soit P est vrai, soit Q est faux, soit P est faux, Q est vrai, ou le dernier cas, soit P est faux et Q est faux. Donc, dans le premier cas où P est vrai, Q est vrai, bon. Le seul cas où P implique Q est faux, c'est lorsque P est quoi? Le seul cas où P implique Q est faux, c'est quoi? C'est lorsque P est vrai et Q est faux. Donc, c'est ce cas-ci. Sinon, dans les autres cas là, sachez que l'implication, le vrai peut donner le vrai, le faux peut donner le vrai, le faux peut donner le faux, mais le vrai va donner du faux là. On refuse. Ok, d'accord. Vous avez compris en fait la chaîne d'implication. Maintenant, je vais vous donner quelques petits exemples. Dites-moi si les implications suivantes sont vraies ou faux. 1 égale à 1 implique que 3 égale à 10. Est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est faux? C'est faux, car 3 égale à 10 est faux. Car 3 égale à 10. 1 vrai et 3 égale à 10. Voilà, parce que le vrai, ici c'est vrai, là, alors que ça là c'est faux, c'est ça non? Donc l'implication elle-même est fausse. On est d'accord? Faux. D'accord. Oui, monsieur. Maintenant, je vais donner un autre exemple. 3 égale à 4 implique que tout le monde est mortel. Monsieur, c'est vrai. 3 égale à faux et 3 égale à 4 implique que tout le monde est mortel.
Voilà, c'est vrai, c'est ça, non? Puisque ça là, c'est faux. Mortel, c'est Le faux peut donner n'importe quoi. Le faux peut donner le vrai, le faux peut donner le faux. Bon, bref. Bref, si ça commence par le faux, vous êtes sûr que l'implication est vraie. Vous avez compris, c'est dans la table. Si ça commence par faux, si P est faux, P implique Q est toujours vrai. Si P est faux, P implique Q est toujours vrai. Ça traduit le fait qu'à partir du faux, vous pouvez obtenir n'importe quelle aberration. À partir du faux, vous pouvez obtenir le vrai, vous pouvez obtenir le faux, vous pouvez obtenir ce qui vous plaît. Est-ce que vous voyez à peu près l'idée? Le faux donne du n'importe quoi. Le faux peut donner à la fois le faux, le vrai. Donc voilà. Donc vous n'avez pas besoin. Sachez que si voilà, si P est faux, P implique Q est quoi? Si P est faux, P implique Q est vrai. Voilà, est vrai. Quelle que soit la valeur de vérité de Q. Est-ce que vous voyez? Voilà. Tiens. Le seul cas où P implique Q est faux, c'est le cas où P est vrai et que Q est faux. Ok, vous avez compris la chose. Maintenant, on va parler de l'équivalence. On va... En ligne de mathématiques, physique et... Monsieur, question. Oui. On n'a pas parlé de... C'est-à-dire l'implication là, c'est P implique Q seulement. Et d'après les recherches que j'ai faites, ils ont dit que l'implication équivaut à non P implique Q. Ouais, je vais vous en parler. L'implication, Ok. je vais vous en parler. Ok. Ok, monsieur. C'est ce dont on vient de parler par rapport à l'implication, je pense. Voilà, je vais vous, voilà qui s'appelle l'implication réciproque. Voilà, je vais expliquer les remarques qui ont été faites ici sur l'implication. Vous voyez la table de vérité de l'implication. P implique Q. Voilà, c'est faux seulement dans le cas où P est vrai, Q est faux. D'ailleurs, c'est ce qu'on dira au niveau de la définition. Soit P et Q des accessions. La section P implique Q, appelée implication de P vers Q, est une accession qui est fausse lorsque P est vrai et Q est fausse. Et est vrai dans tous les autres cas. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, je vais parler de ce qu'on appelle la réciproque d'une implication, de ce qu'on appelle la contraposée d'une implication, ce qui est très très important, je pense ce qui est à la base du raisonnement du module, Tollens. Bon, on va le module Tollens. Ok. Bon, je vous donne, en fait, je vais vous expliquer les trucs de réciproque. Parce que, bon, les gens, après les trucs de réciproque de contraposé, là, la plupart des gens confondent les trucs. Donc, bon, c'est le moment, en fait, pour vous de bien comprendre ça là une bonne fois pour toutes. Parce que je vois que souvent, ça porte à confusion. Voilà. Ok. La réciproque de l'implication P implique Q. La réciproque de l'implication P implique Q est Q implique P. Est-ce que vous voyez? Okay. On va poser une question. Répondre par vrai ou faux. Si P implique Q est vrai, alors Q implique P est aussi vrai. Si P implique Q est vrai, alors ça réciproque aussi est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ok. Maintenant, je vous dis quelque chose. En fait, comment est-ce que vous comprenez l'implication aussi? L'implication P implique Q veut aussi dire si P alors Q. Si on met P implique Q, Oui. ça veut aussi dire Si combien alors? si P alors Q. Voilà. Je donne un exemple en fait. Prenons par exemple 1 égale à 1. Et prenons 2 inférieur à 7. Bien 2 supérieur à 7. Voilà. On va appeler ça là comme P et ça là comme Q.
P implique Q est-il vrai? Faux, c'est faux. P Car Q est faux. P implique Q est faux. Oui. Pourquoi c'est faux? Car Q est faux. Nyawa. C'est pas le moment de vous mélanger les pédales. Hein. Ce n'est pas le moment de vous mélanger les pédales. C'est pas le moment. On a dit que P implique Q est faux seulement dans un cas. C'est lorsque P est vrai et Q est faux. C'est seulement le cas là où P implique Q est faux. Oui. Donc, qu'est-ce que je dis là? Aïe aïe aïe. Donc P implique Q est faux, non? D'accord. Il a raison. J'étais pas ici. D'accord, merci. Parce que P est vrai, Q est faux, c'est ça, non? Moi, j'ai raison. Ok, merci. Et Q implique P, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Q implique P est vrai. Excusez-moi. Q implique P est vrai. Voilà, parce que Q est faux, c'est ça, non? Ok, maintenant je reviens à ma question. Est-ce que si P implique Q est vrai, alors Q implique P est vrai? Je reviens à ma question. C'est non, non? Non, c'est pas correct, c'est pas vrai. Non. Non, c'est la première des choses que je veux vous dire en fait. Il faut pas confondre une propriété, une implication avec sa réciproque. Il faut pas confondre une implication avec sa réciproque. Il ne faut pas confondre une implication avec sa réciproque. Il se pourrait que l'implication soit vraie, mais que sa réciproque soit fausse. Il se pourrait que. C'est bon, je vous donne par exemple quelque chose dans la vie courante. Je vous fais savoir que, en fait, si j'ai une très bonne note, alors je suis content. Voilà. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si je suis content, alors j'ai une très bonne note? Je peux être content parce que j'ai bien mangé. Je peux être content parce que, voilà, je peux être content pour d'autres raisons. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez avoir 6P alors Q, mais ne pas avoir 6Q alors P. Vous pouvez avoir P implique Q qui est vrai, mais Q implique P va être faux. Est-ce que vous voyez? C'est possible. Donc, sachez que, voilà, P implique Q et Q implique P n'ont pas la même valeur de vérité. Notez ça quelque part. P implique Q et Q implique P n'ont pas toujours, voilà, la même valeur de quoi? De vérité. Voilà. Ok, j'essaie. Oui? S'il vous plaît, monsieur, vous avez parlé tout à l'heure de la réciproque. Quand on prend l'intervalle moins l'infini à plus l'infini, la réciproque de moins l'infini à plus l'infini, comment on va l'écrire? La réciproque de moins l'infini à plus l'infini. Quelqu'un pour lui répondre, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un est chaud pour lui répondre? La réciproque de moins l'infini à plus l'infini. 0 à plus l'infini. 0 à plus l'infini. Qui dit mieux? Personne? Ok. La réponse est ha 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 ha. On parle de la réciproque d'une implication. On parle de la réciproque d'une implication. Je reprends. On parle de la réciproque d'une implication. Et une implication, c'est avant tout une assertion. Moins l'infini à plus l'infini n'est même pas une assertion. Vous ne pouvez pas dire de moins l'infini à plus l'infini s'il est vrai ou bien s'il est faux. D'abord, ce n'est pas une assertion. Secondo, ce n'est même pas une assertion pour vous-même dire que c'est une implication. On parle de la réciproque d'une implication. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La question n'a pas de sens. C'est ça que vous avez compris. Vous avez vu l'absurdité même de la chose. Vous avez vu l'absurdité même de la chose. C'est ça que vous avez compris ça. Moins l'infini à plus l'infini, c'est même pas une assertion.
pour être même une implication. On parle de la réciproque d'une implication. Celui qui me dit par exemple quelle est la réciproque de 1 égale à 1 et 3 égale à 4. Je dis bon, qu'est-ce qu'il pose comme question? Il n'y a pas à parler de réciproque quand il n'y a pas d'implication. On parle de réciproque lorsqu'on est en présence d'une implication. Il y a d'une relation de cause à effet. Voilà. Cause entraîne effet. Ça, réciproque, c'est effet entraîne cause. Maintenant, s'il n'y a pas de relation de causalité, vous ne pouvez pas parler de réciproque. Vous avez compris? Oui, monsieur. Ok. Ok, là, c'est voilà. Sachez qu'une propriété peut être vraie, mais sa réciproque va être fausse. C'est ça que je vous ai expliqué ici. Et je vous ai aussi expliqué, à partir de ta question, j'ai pu quand même élucider le fait que on ne parle pas de la réciproque de n'importe quoi. C'est la réciproque d'une implication. Et avant tout, une implication, c'est une assertion. Donc, tous les connecteurs logiques que nous appliquons, le connecteur de la négation. Si je vous dis par exemple, quelle est la négation de 1? Vous allez me répondre quoi? Moins 1. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas tiré des leçons de vos erreurs. 1 n'est pas une assertion. On ne peut pas parler de la négation de 1. Je vous ai encore eu. On ne peut pas parler de la négation de 1. 1, ça veut dire quoi? Est-ce que 1 est vrai? Est-ce que 1 est faux? On ne peut pas parler de la négation de 1. On a dit la négation d'une assertion P. D'une assertion P est l'assertion. La négation d'une assertion est la négation d'une. On ne peut pas parler de la négation de 1. On ne peut en aucun cas parler de la négation de 1. Il ne faut pas être garou de fois. En maths, on n'est pas garou de fois. On apprend de ses erreurs. Vous avez compris? Oui, monsieur. Ok. Bien, je vais encore chercher à vous avoir. Pourquoi pas? Après. Ok. Je vais faire un quiz après la séance. Je vais faire un quiz. Et j'espère vivement que ça va marcher le quiz. Parce que j'avais fait un quiz de topologie la fois passée là. Ce que ça a donné, moi-même, j'ai du mal à corriger. Ça, j'ai vu là les réponses là, ça m'a découragé. Bon, ok, on y va. On peut parler de négation de 1. C'est absurde. Ok. Mais c'est possible. Ok. J'espère que vous avez compris l'affaire là. Dans les trucs de... Maintenant, j'ai parlé donc... vous savez par exemple, le théorème de Pythagore. Quand je prends le théorème de Pythagore, il dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Cool. Très cool. Le théorème de Pythagore est une relation de cause à effet. Il dit que dans un triangle rectangle, il dit que si, en gros, il dit que si ABC est un triangle rectangle, c'est-à-dire ABC est un triangle rectangle en A, par exemple, implique que BC carré égale à AB carré plus AC carré. Vous voyez? C'est pour ça qu'on peut parler maintenant de réciproque du théorème de Pythagore. C'est pour ça parce que le théorème de Pythagore est une implication. Ou bien il peut s'énoncer. Le théorème de Pythagore peut s'énoncer comme une implication. Dans ce cas, ça a tout son sens de parler de la réciproque de ce théorème. La réciproque du théorème de Pythagore. Ça a tout son sens. Donc, et la réciproque, c'est quoi? Quelqu'un peut me dire la réciproque? Si la réciproque serait quoi? BC carré. BC carré égale à AB carré. AB carré. AC carré implique quoi? Que ABC est un triangle rectangle en A. Un triangle rectangle en A. Bon, vous avez compris. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris l'histoire de réciproque là. Vous avez compris l'histoire de réciproque. Voilà. Ici, est-ce que la réciproque, bon, ça c'est au niveau collège, est-ce que la réciproque du théorème de Pythagore est vraie? Est-ce que la réciproque du théorème de Pythagore est vraie? Moi, je dirais pas forcément. Voilà. Pas forcément. Vous êtes d'avis avec lui? Oui. Nous sommes en écoute. Monsieur Mouti, vous êtes d'accord? Bon.
Je ne suis pas d'accord avec vous. La réciproque du théorème de Pythagore est bien vraie. Classe de troisième. Le prof vous énonçait même ça, non? Le prof vous énonçait ça en classe de troisième. Théorème de Pythagore. Et puis il dit réciproque du théorème de Pythagore. Il donne ça aussi. C'est aussi vrai. Le théorème de Pythagore est vrai. Ça réciproque aussi est vrai. Si dans un triangle vous avez cette égalité, sachez que le triangle rectangle en a forcément. Forcément. Sinon, dessinez-moi un triangle dans lequel l'égalité est vraie, mais le triangle n'est pas rectangle en a. Amusez-vous à faire ça. Vous allez souffrir. La réciproque du théorème de Pythagore est vraie. Bon, allez fouiller dans le cours de classe de troisième. Vous voyez donc que la logique mathématique est au centre. C'est que qui ne comprend pas la logique mathématique est fichu. C'est pour ça que je m'époumonne à vous expliquer les choses là en détail. Vous ne pouvez pas lire un cours de mathématiques et y prendre goût si vous avez des lacunes en logique mathématique ou bien au niveau des raisonnements mathématiques de base. Mais ce n'est pas possible. Un français, quelqu'un qui comprend le français ne peut pas lire, ça ne suffit pas pour lire un livre de mathématiques. Parce qu'en mathématiques, il y a aussi le langage mathématique qu'il faut comprendre. Vous voyez? C'est ce qu'on essaie de faire ici. C'est ce qu'on essaie de faire maintenant. Ok, on continue notre affaire. La réciproque du théorème de Pythagore, sinon, c'est vrai. Ok? Il y a des théorèmes dont la réciproque est vraie. Il y a d'autres dont la réciproque n'est pas vraie. Ok, je vais essayer. À la fin, je vais vous donner un quiz. Je vais vous donner un quiz. Et on va voir ce que vous allez raconter dans le quiz. J'espère que vous n'allez pas me faire mal au cœur. On y va. Donc, j'ai parlé de réciproque du théorème de Pythagore. J'ai parlé de réciproque en quelque sorte d'une implication générale. Maintenant, je vais parler de quelque chose de beaucoup plus intéressant peut-être, la contraposée d'une implication qu'on utilise aussi intensément. Ok, je vais vous expliquer ça. En fait, l'implication P implique Q. Ouais, sur l'implication, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire. Parce que c'est intéressant. Sur l'implication, il y a beaucoup de choses que nous allons dire. Donc, je vais parler de la contraposée d'une implication. Qu'est-ce que j'appelle par contraposée d'une implication? Je vais partir d'un exemple. Je vais prendre l'implication suivante. On dit le chien de garde détecte un intrus, implique que le chien de garde aboie. Vous voyez? C'est un bon chien. Quand le chien de garde détecte un intrus en même temps, il aboie. Voilà. Je mets cette implication. Ok? Voilà. Prenons ça en langage courant. Prenons ça en langage courant. Si le chien de garde détecte un intrus, alors le chien de garde aboie. Maintenant, si vous savez ça, si moi je vous donne cette information, imaginez que cette information est vraie, ok? Voilà. Imaginez que vous avez un chien de garde à la maison qui, quand il détecte un intrus en même temps, peut-être par son odeur, par un bruit, en tout cas, quand il détecte un intrus, il aboie automatiquement. Ok? Maintenant, je vous pose la question. Durant une nuit, le chien de garde n'a pas aboyé. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire automatiquement? Je vous fais savoir que le chien de garde n'a pas aboyé. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Donnez la question, s'il vous plaît. Je reprends. Je vous dis que vous avez un chien de garde qui, s'il détecte un intrus, il aboie en même temps. Vous avez à la maison un chien de garde. Maintenant, si le chien de garde là détecte un intrus, sachez que le chien de garde, il aboie. Maintenant, je vous fais savoir que le chien de garde n'aboie pas. Qu'est-ce que vous pouvez déduire? Je vous fais, c'est-à-dire que vous avez remarqué que le chien de garde n'a pas aboyé peut-être pendant une nuit. Qu'est-ce que vous pouvez déduire? On peut déduire qu'il n'a pas d'intrus. On peut déduire qu'il a... On peut déduire Pas détecter un intrus. qu'il y a pas eu d'intrus. Voilà. On peut
Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'intrus. Ça veut dire qu'il n'a pas détecté d'intrus. Il peut y avoir un intrus, mais il ne va pas le détecter. C'est aussi possible. Donc, ce qu'on peut dire plutôt, c'est qu'il n'a pas détecté un intrus. Vous avez compris ça? Oui, c'est... Voilà. Donc, en gros, on vient de dire que, en fait, l'implication que j'écris là, ça veut dire aussi que si le chien de garde, n'aboie pas, c'est qu'il n'a pas quoi? C'est qu'il n'a pas détecté un intrus. Maintenant, est-ce que le sens que ça a, est-ce que c'est différent du sens que ça a, ou bien ils ont le même sens? Le sens que... C'est différent. C'est différent? Est-ce que... Bon. Si Afi dit... Si Afi dit... Si le chien de garde détecte un intrus, alors le chien de garde aboie. Et Kofi, lui, il dit... Si le chien de garde n'aboie pas, c'est qu'il n'a pas détecté un intrus. Est-ce que ce que Afi dit, est-ce que c'est différent de ce que Kofi dit? Est-ce qu'ils disent des choses qui sont contraires? Ou bien ils disent des choses qui ont le même sens? Non, c'est pas différent. Ce n'est pas différent. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Ça a exactement le même sens. Voilà. Donc, sachez que... Voilà. En gros, ce qu'on vient de dire, c'est que si, par exemple, ça là, si j'appelle ça là, par exemple, P, j'appelle ça là, par exemple, Q. On vient de dire que P implique Q a le même sens que... Ça là, le chien n'aboie pas, c'est la négation de Q, quoi. Q, c'est le chien en bois. Q, c'est le chien en bois. Donc, non Q, c'est le chien n'aboie pas. Donc, si non Q, alors, il n'a pas été un intrus, c'est non P, ça. Donc, on vient de dire que, en fait, P implique Q, voilà, a la même valeur de vérité que... Valeur de vérité que quoi? Non Q implique non P. Que non Q implique non P. On dit que non Q implique non P est la contraposée de P implique Q. Non Q implique non P, on dit que c'est la contraposée. Donc il ne faut pas confondre contraposée et réciproque. La réciproque n'a pas forcément la même valeur de vérité que l'implication elle-même. Mais la contraposée a le même sens. C'est-à-dire il a la même valeur de vérité que l'implication. C'est-à-dire que si l'implication est vraie, sa contraposée aussi est vraie. Si l'implication est fausse, sa contraposée aussi est fausse. C'est-à-dire que les deux là, ils ont la même valeur de vérité. Ils ont la même valeur de vérité. Si l'un est vrai, l'autre est vrai. Si l'un est faux, l'autre est faux. On dira qu'ils sont logiquement équivalents. Oui? Donc ça veut dire que on peut dire que P implique Q est équivalent à non Q implique non P. Oui. Voilà. Il y a un symbole même pour ça. Il y a un symbole, on écrit ça comme ça. On dit P implique Q est logiquement équivalent. On met ça avec 3 barres comme ça. Est logiquement équivalent à non Q implique non P. Il faut comprendre par là que lorsque P implique Q est vrai, non Q implique non P est vrai. Lorsque P implique Q est faux, non Q implique non Q implique non P est faux. Voilà. C'est celui-là qu'on appelle la contraposée d'une implication. Donc la contraposée d'une implication, vous devez comprendre que c'est une autre façon équivalente d'écrire l'implication. Ça a exactement le même sens. Ça a exactement le même sens que l'implication. Contrairement à la réciproque. La réciproque peut être fausse quand l'implication est vraie. C'est possible. Voilà. Mais la contraposée, c'est que si elle est fausse, c'est que l'implication est fausse. Si elle est vraie, c'est que l'implication est vraie. J'essaie que vous avez compris. Et moi, en fait, retenir ça n'est pas difficile. Je vous ai montré une astuce pour retenir la chose. C'est que pour retenir ça, c'est pas difficile du tout. Parce que on se dit, bon, P entraîne Q, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P est en quelque sorte la cause de Q. P est la cause de Q. C'est comme si P, voilà, est une condition nécessaire. Qu'est-ce que je dis?
c'est comme si P est une condition suffisante pour Q. Voilà, P est une condition suffisante pour Q. C'est-à-dire que si P est là, Q est là. Si on me dit que si P est là, Q est là, ça veut dire que si Q n'est pas là, c'est qu'il n'y a pas P. Parce que si, il faut vous représenter ces choses-là. Si on vous dit que si P est là, si P est là, si P est là, on fait dire que si P, alors Q. Ça veut dire que si vous ne voyez pas Q, c'est qu'il n'y a pas P. Parce que s'il y avait P, il devait y avoir Q. Est-ce que vous voyez à peu près le sens de la chose? Si P, alors Q. S'il n'y a pas Q, Oui. c'est qu'il n'y a pas P. Parce que s'il y avait P, il devait y avoir Q. Donc s'il n'y a pas Q, c'est qu'il n'y a pas P. Donc ça là, ça veut dire la même chose que si non Q, alors non P, ça veut dire la même chose. Voilà. Ok, maintenant on peut en fait vous expliquer la chose. Je peux vous expliquer la chose beaucoup plus formellement avec une table de vérité. Parce que pour expliquer la chose formellement, en fait, on utilise juste une table de vérité. Et là, c'est beaucoup plus convaincant. Vous verrez. Mais bon, ce que je vous ai expliqué, c'est une façon, disons, intuitive de voir la chose. Voilà, je fais un petit tableau là. Vous verrez ce dont je parle. Ok. Donc, je mets ici P et Q. Soit P est vrai, Q est vrai. Soit P est vrai, Q est faux. Soit P est faux, Q est vrai. Soit P est faux, Q est faux. C'est les possibilités qu'on a. Maintenant, je vais mettre dans le tableau P, Q. Je vais mettre P implique Q. Et je vais mettre non Q implique non P aussi. On va étudier la chose. Donc, ok. Si P est vrai et Q est vrai, bon, j'ai plus besoin de P et Q. Hein. Je vais mettre non P, non Q plutôt, voilà. Non P, non Q. Ok. Si P est vrai, non P est comment? Si P est vrai, non P est comment? Non P est faux. Voilà, donc ici c'est faux aussi. Si P est faux, non P est vrai. Donc je mets ici vrai. Ok. Maintenant on va aller dans la colonne de non Q. Donc ici, dans la première case, je dois mettre quoi? Faux. Faux. Parce que si Q est vrai, alors faux. Ici, dans la deuxième case, ici, je mets vrai, c'est ça, non? Vrai. Faux et quoi? Oui. Vrai. Vrai, voilà. Maintenant, P implique Q. P implique Q. On sait que c'est faux dans un seul cas. C'est faux dans le cas où P est vrai et Q est faux, c'est ça, non? Je vais aller détecter ce cas. C'est faux lorsque P est vrai, Q est faux. Donc, c'est dans quelle... Troisième, ici, c'est ça, non? Troisième colonne. Voilà. Ligne plutôt. Troisième ligne, d'accord. Et donc, pour le reste, ça sera forcément vrai. Maintenant, on va faire la même chose pour non Q implique non P. Non Q implique non P, c'est quelle ligne? Ça, ça, ça ou ça. Ou est-ce que c'est faux, quoi? Non Q implique non P. Voilà. Au niveau de quatrième ligne. Ici. Viens ici. Vous voulez parler d'ici? Quatrième ligne. Quatrième ligne. Ça là? Mieux ça là? Non. L'avant-dernier. Ok, l'avant-dernier. Celui-là. Ici. Oui. Ok, on va lui faire. Là-bas. Ok, ici, non Q est comment? il faut d'abord voir non Q. On a dit non Q non P. C'est non Q. Non Q est vrai où? Non Q est vrai ici et ici. C'est ici que c'est faux. Non Q vrai. Non. C'est ici que c'est faux. Non Q vrai et non P faux. L'implication c'est dans ce sens. C'est non Q implique non P. Ce n'est pas non P implique non Q. C'est bon? Oui, c'est bon. Non Q implique non P. C'est non Q vrai, non P faux. C'est ici que c'est faux. Dans les autres cas, c'est vrai, c'est bon? Oui, monsieur. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque équivaut à non Q implique non P. Voilà. Vous voyez que lorsque, dans tous les cas, P implique Q et non Q implique non P ont la même valeur de vérité. Dans tous les cas. Vrai, vrai. Faux, faux. Vrai, vrai. Vrai, vrai. Vous voyez, dans tous les cas, ils ont la même valeur de vérité. Vous voyez ça, non? Voilà. Donc, on voit que P implique Q et non Q
implique non P ont la même valeur de vérité, quelle que soit les valeurs de vérité de P et Q, quoi. Quelles que soient les valeurs de vérité de P et Q. Donc c'est dans ce cas qu'on dit qu'ils sont équivalents. On va dire que P implique Q est logiquement équivalent à non Q implique non P. Maintenant, vous savez comment on utilise ça là concrètement. En fait, cette équivalence logique est à la base du raisonnement par contraposition. C'est à la base du raisonnement par contraposition. Base du raisonnement par contraposition. C'est-à-dire que le mathématicien, des fois, si on lui dit de montrer que P implique Q, il va démontrer plutôt que non Q implique non P, parce qu'il sait que les deux sont les mêmes. Au lieu de démontrer que P implique Q est vrai, il démontrera que non Q implique non P est vrai. Est-ce que vous voyez la chose? Oui. Voilà, pour démontrer P implique Q. Oui? Cela signifie que lors d'un test là, on nous donne un exercice, on nous demande de démontrer P implique Q. Oui? On peut supposer la négation. Oui. On peut démontrer par contraposé. Oui, vous pouvez démontrer par contraposé. Si vous voyez que ça vous arrange. D'accord. Vous pouvez démontrer. C'est un raisonnement qui est très très utilisé en mathématiques. Je vous donne par exemple un exemple où je vais l'utiliser. Je vais vous donner un exemple. Donc, en gros, c'est ça. Raison par contraposition pour démontrer que P implique Q. On peut démontrer non Q implique non P. C'est ça le raison par contraposition. Voilà. Donc, je vous donne un exemple. Si je vous dis, montrez que soit X, soit N entier. Montrer que N carré est pair implique que N est pair. Voilà. Celui qui veut aller directement, il veut démontrer ça directement. Il va dire que N carré est pair implique que il existe. Si on dit qu'un nombre est pair, ça veut dire que c'est un multiple de 2. Un nombre est pair, ça veut dire que c'est un multiple de 2. C'est-à-dire qu'il existe un entier naturel. Un entier naturel K. Naturel, il existe un entier naturel K. Tel que quoi? N carré égale à 2K. Vous voyez ça, non? Maintenant, son objectif, c'est d'avoir N paires. Mais il a N carré. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer N, n'est-ce pas? Il va tirer N. Et là, il risque de se mettre dans des petits soucis. Donc, il va écrire qu'il existe un entier. Donc, s'il tire N, il va trouver quoi? S'il tire N, il va trouver quoi? N égale à quoi? N est égal à plus ou moins racine carrée de... N est positif, donc c'est racine carrée de 2K. C'est ça, non? Ok. Comme N est positif, c'est racine carrée de 2K. Maintenant, mais rien ne lui dit que racine carrée... Vous voyez, déjà quand vous êtes dans un raisonnement d'arithmétique où vous tractez des nombres et puis les racines carrées là viennent là, il faut vous méfier. C'est sûrement que ça va vous chauffer. Comment est-ce que vous allez faire pour savoir que racine carrée de 2K est pair? Parce que l'objectif c'est de montrer que N est pair, mais j'ai N égale à racine carrée de 2K. Rien ne m'indique en fait que racine carrée de 2K est pair. Je vais souffrir. Avec cette méthode là, c'est la souffrance qui attend quoi. Déjà il y a racine carrée là. Est-ce que vous voyez? Donc c'est en fait difficile d'aller directement. Est-ce que vous voyez? Donc voilà. Ce qui fait que, mais imaginez celui qui veut démontrer par contraposition. Vous voyez, celui-là il va se heurter à un mur. Parce qu'il ne pourra pas continuer. Il ne saura pas si racine de 2K est pair ou pas. Mais imaginez plutôt quelqu'un qui procède autrement. C'est-à-dire, il dit que pour montrer que N raisonnons par contraposition, ok, il va dire, voilà, l'autre gars va dire que raisonnons par contraposition. Voilà, par contraposition, en montrant que quoi?
en montrant que... Donc, qu'est-ce que la personne va montrer? Quelle est la contraposée de la chose? Il doit montrer la contraposée. Quelle est la contraposée de la propriété que j'ai donnée? Quelle est sa contraposée? N n'est pas pair implique que N au carré n'est pas pair. Ok, n'est pas pair, c'est quoi? N'est pas pair, c'est quoi? Impair. Impair, ok. Donc, la contraposée, c'est comme si ça c'est P, ça c'est Q. Donc, c'est non ça là, implique non ça là. Donc, on va montrer que N n'est pas pair ou bien N est impair, implique que N carré est impair. Voilà. En montrant que, donc il va dire raison par contraposition en montrant que N est impair, implique que quoi? N carré est impair. Et puis il va commencer. Il va dire qu'on a N est impair, implique que voilà, N est impair. Si on dit que un nombre est impair, ça veut dire que c'est 2 fois un entier plus 1. Si on dit que un nombre est impair, ça veut dire que il existe un entier naturel K tel que N est de la forme quoi? N est de la forme de K plus 1 quoi. C'est bon, c'est ça un nombre impair. Hein? C'est un nombre qui peut se mettre de la forme de K plus 1 comme ça. Maintenant il va calculer quoi? C'est N carré qu'on veut, non? Il va calculer N carré. Et on va dire que ça veut dire qu'il existe un entier tel que N carré. N carré serait égal à quoi? Ça sera 2K plus 1 le tout carré, n'est-ce pas? Et donc, si on calcule, on aura N carré égal à 4K carré. Plus ça 4K plus 1. On est d'accord? Maintenant, vous allez voir que il pourra écrire, s'il met 2 en partie comme ça, il peut mettre 2K carré plus 2K plus 1. C'est bon? Maintenant, N carré est de cette forme. Maintenant, on va poser. Donc, N carré est la forme de K prime plus 1 avec K prime égale à quoi? 2K carré plus 2K. Donc, ça implique que N carré est comment? L'égalité là permet de dire que N carré est comment? Impair. Impair. Parce que je vous ai dit que ce qui se comme 2 fois un entier plus 1 est un nombre impair. Donc, N carré est impair. Vous voyez qu'on a démontré que N est impair. On vient de démontrer que N est impair. Donc, on a démontré que N est impair implique que N carré est impair. Donc, par contraposition, maintenant vous pouvez dire que par contraposition, on a alors quoi? Alors, on peut dire que N carré, la contraposition, c'est N carré est quoi? Est pair, implique que N est quoi? Implique que... Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment on peut utiliser le raisonnement par contraposé? Voilà. Maintenant, il faut savoir, il faut sentir où est-ce que vous pouvez utiliser le raisonnement par contraposé. Moi, c'est facile de sentir ça ici parce que quand vous voyez que le raisonnement direct, en fait, pose un problème. Un problème de racine carrée. Or, pour soulever ce problème-là, vous pouvez juste, disons, pas prendre la contraposée et puis le tour est joué, quoi. Bref, c'est lorsque vous voyez que quand vous voulez travailler sur un énoncé directement, c'est beaucoup plus difficile. Vous pouvez penser à la contraposée. Voilà. Vous pouvez penser à la contraposée. Vous verrez, avec l'excellence, vous saurez facilement quand est-ce que c'est bon de procéder par contraposée. Quand vous aurez assez d'expérience, voilà, vous sentirez le raisonnement par contraposition. Sachez que ce n'est pas dans tous les cas qu'il faut chercher à attaquer un problème directement. Il faut avoir des méthodes de raisonnement. Ici, on a attaqué le problème indirectement en utilisant un raisonnement par contraposition qui résulte de l'équivalence en fait d'une implication et de sa disons et de sa contraposée. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Des questions, des incompréhensions? C'est bien cerné. Ok, d'accord. Si c'est bon. Ok, on va passer donc au dernier tournant. Au dernier connecteur. Bon, il y a aussi quelque chose que je voulais dire par rapport à l'implication. Mais bon,
Pour le moment, c'est pas encore. Je le dirai bien plus tard. Je vais parler donc de l'équivalence. Voilà, donc l'équivalence de deux accessions P équivaut à Q est l'accession. C'est une accession qui est vraie si et seulement si les deux accessions sont vraies. Non. Si et seulement si les accessions P et Q ont la même valeur de vérité. C'est pas sont vraies. Sont vraies là, c'est pour la conjonction. Il ne faut pas comprendre la conjonction. P et Q est vrai, c'est seulement si P et Q sont vrais. P équivaut à Q, c'est différent. C'est lorsque P et Q ont la même valeur de vérité. C'est-à-dire que si P est faux, Q est faux, P équivaut à Q. Si P est vrai, Q est vrai, P équivaut à Q. Mais lorsque l'un est vrai, l'autre est faux, l'équivalence est fausse. Est-ce que vous comprenez l'équivalence? Si on dit équivaut à, ça veut dire même sens. Ça veut dire même valeur de vérité. Si on met équivaut à, ça veut dire même valeur de vérité. C'est ce qu'il faut comprendre par l'équivalence. Même valeur de vérité. Donc je donne par exemple 3 égale à 7 et 7 égale à 7. Est-ce que c'est équivalent? Est-ce que les deux sont équivalents? Est-ce que les deux sont équivalents? Les deux ne sont pas équivalents. Voilà, parce que l'un est faux et l'autre est vrai. Est-ce que vous voyez? Parce que l'un est faux, l'autre est vrai. Si je mets 3 égale à 3 et 7 égale à 7, est-ce que les deux sont équivalents? Oui, c'est équivalent. Je dirais oui. Parce que les deux sont vrais. Oui, les deux sont... Voilà. Si je mets 2 égale à 10 et 5 égale à 20, est-ce que les deux sont équivalents? Les deux, oui, c'est équivalent. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, est-ce qu'il faut retenir pour l'équivalence, quoi? Donc, P équivaut à Q, c'est ça. Voilà, vous voyez sa table. Voilà. Lorsque P et Q sont vrais, c'est vrai. Lorsque P est vrai, Q est faux, c'est faux. Lorsque P est faux, Q est vrai, c'est faux. Et c'est vrai lorsque... Voilà. Ok, vous aurez compris. Vous avez compris l'affaire là. Monsieur, Oui? s'il vous plaît, je n'ai pas compris au niveau de 2 égale à 10 et 5 égale à 20 là. 2 égale à 10, est-ce que c'est faux? 2 égale à 10, c'est faux, n'est-ce pas? Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les deux sont fausses, donc c'est vrai. Voilà, je dis bien, si on dit P équivaut à Q là, ça ne veut pas dire que P est vrai, Q est vrai, non. Ça veut dire que les deux ont la même valeur de vérité. Ok? Oui, monsieur. Ok. Merci. Donc si quelqu'un met P les équivalences, il n'est pas, si je mets des équivalences, ça ne veut pas dire que je suis en train de dire que ça est vrai, ça est vrai. Ça veut dire que je dis que ça et ça veut dire la même chose. En réalité, c'est ce que ça veut dire avant tout, quoi. Ça veut dire que les deux choses qui sont à côté de part et d'autre de l'équivalence ont la même valeur de vérité. C'est ce qu'il faut comprendre par là. Ok. Maintenant, ok, on a parlé de l'équivalence, tout ça là. Donc je vais vous donner certaines tautologies. Voilà, ce qu'on appelle tautologie. Une tautologie, c'est une accession composée qui est vraie, quelle que soit la valeur de vérité des accessions qui la composent. Donc, une accession composée qui est vraie, quelles que soient les valeurs de vérité des accessions qui la composent, est appelée une tautologie. Tautologie. Une tautologie. C'est qui est vrai, point. C'est une tautologie. Je vous donne un exemple de tautologie évident. Si je mets P et P, c'est une tautologie. Qu'est-ce que je dis là? Si je mets P ou non P, P ou non P, voilà. C'est une tautologie parce que c'est toujours vrai. Si P est vrai, c'est vrai. Si P est faux, c'est vrai. Dans tous les cas, c'est vrai. P ou non P est toujours vrai. Et je vais faire un petit tableau pour voir ça. Hein. Si P est... Voilà. Si P est vrai, non P est comment? Si P est vrai, non P est comment? Non P est faux, non? Non P est faux. Voilà. Oui. Et P ou non P dans ce cas est comment?
Parce que c'est vrai ou faux, vrai. On sait que la disjonction pour le ou, il suffit que l'un soit vrai, quoi. Ok. Si P est faux, non P est vrai. Et dans ce cas, P ou non P est comment? Vrai. Vous voyez que dans tous les cas, P ou non P est vrai. On dirait que c'est une tautologie. Voilà, P ou non P est une tautologie parce que c'est toujours vrai. Donc, c'est une assertion composée qui est vraie, quelles que soient les valeurs de vérité des assertions qui la composent. C'est ça une tautologie. Et moi, en fait, quand moi j'entends une tautologie, quand moi je vois une tautologie là, c'est-à-dire, en fait, on peut facilement deviner ce que c'est qu'une tautologie, ce qui n'est pas. La plupart du temps, c'est évident. Parce que P ou non P, bah, c'est toujours vrai. Soit c'est P ou soit c'est non P, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre P ou non P. Soit c'est P, soit c'est non P. Soit tu es vivant, soit tu es mort. C'est P ou non P, c'est vrai. C'est-à-dire quand vous entendez une tautologie, ça vous frappe en fait très souvent l'esprit comme quelque chose qui est toujours vrai. P ou non P, c'est toujours vrai. C'est ça que vous voyez ce que je veux dire. Ok. Je vous donne un exemple de tautologie. Bon, en fait, pour donner les tautologies sont... Oui, oui. Oui, il y a une question? Oui, c'est la notion de... Oui. C'est la notion de tautologie qui vous... C'est la notion... Oui, oui. Ça vous... Je n'ai pas compris, s'il vous plaît. Ok. Donc, je reprends. Je vous donne un autre exemple. Je vous donne un autre exemple. Ici, le mathématicien entend par tautologie une assertion. C'est-à-dire que c'est une assertion dans laquelle il y a d'autres assertions comme d'autres assertions atomes. Par exemple, si je mets P implique Q, on va dire que c'est une assertion composée. Elle est composée de P et Q. Donc, une tautologie, avant tout, c'est une assertion qui est composée, c'est-à-dire que qui est obtenue à partir d'assertions élémentaires et des connecteurs logiques. Donc, on prend des connecteurs logiques et on prend aussi d'autres assertions qui sont des assertions élémentaires et puis on les combine pour avoir une assertion composée. Maintenant, si l'assertion composée qu'on a est toujours vraie, c'est-à-dire que si vous faites sa table de vérité, vous voyez que c'est quelque chose qui est toujours vrai, quoi. C'est-à-dire quelles que soient les valeurs de vérité des assertions qui la composent, c'est toujours vrai. Dans ce cas, on va dire que vous êtes face à une tautologie. Je réexplique. Quand je prends P ou non P, P ou non P comme ça, c'est une assertion composée parce qu'il y a des connecteurs dedans et il y a aussi une assertion. Donc, c'est obtenu à partir d'assertions élémentaires qui est ici P et aussi deux connecteurs que sont la disjonction et la négation. Maintenant, je vois que si je prends P ou non P, je fais la table de vérité. Je dis que soit il y a deux possibilités pour P, soit P est vrai, soit P est faux. C'est seulement les deux possibilités qu'on a pour P. Soit P est vrai, soit P est faux. Voilà. Si P est vrai, non P est faux. Si P est faux, non P est vrai. Ok. Si P est vrai, non P est faux. Si P est faux, non P est vrai. Maintenant, dans le cas où P est vrai, P ou non P est comment? Dans le cas où P est vrai, on voit que non P est faux. Alors qu'on sait que la disjonction de deux assertions, qu'on fait P ou Q, c'est vrai lorsque l'un des deux est vrai. Et c'est faux si et seulement si tous les deux sont faux. Donc ici, on voit que P est comment? On voit que P est vrai, donc c'est suffisant pour dire que P ou non P est vrai. Ici, on voit que non P est vrai, donc c'est suffisant pour que P ou non P soit aussi vrai. Donc, vous voyez que P ou non P est toujours vrai. Peu importe comment P, c'est-à-dire si P est vrai ou c'est vrai. Si P est faux, c'est vrai. Dans tous les cas, c'est vrai. On dit que c'est une tautologie. Vous avez compris? Oui, j'ai compris maintenant. Là, je disais que moi, pour moi-même, c'est évident. C'est évident que P ou non P soit toujours vrai. Voilà, P ou non P est toujours vrai. Et je disais que, voilà, soit tu es vivant, soit tu es mort, quoi. Tu es vivant ou tu es mort. C'est vrai. Tu es vivant ou tu es mort. C'est vrai. Peu importe la personne dont je parle, ce que je dis est vrai. Kofi est vivant ou Kofi est mort. Peu importe qui est Kofi là. C'est vrai. Ça marche pour tous les Kofi. Soit il est vivant, soit il est mort. Vous voyez ce que je veux vous dire par tautologie. Tautologie, c'est quelque chose qui est vrai. C'est tellement vrai qu'on dit que c'est une tautologie. Ok. Maintenant, je vous donne un autre exemple de tautologie. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, P implique P.
C'est aussi une tautologie. C'est vrai. P implique P est une tautologie. C'est toujours vrai. Vous pouvez voir ça dans la table de vérité. C'est que c'est évident que P implique lui-même, non? Si je suis mort, alors je suis mort. Si je suis vivant, alors je suis vivant. Si je meurs de faim, alors je meurs de faim. Si j'ai 20 en mathématiques, alors j'ai 20 en mathématiques. C'est vrai. P implique P est vrai. Vous pouvez voir ça dans un tableau. Soit P est vrai, soit P est faux. Voilà. P implique P. Si P est vrai, P implique P est vrai. Si P est faux, l'implication est fausse. Et qu'est-ce que je dis? L'implication comment? Est vrai, non? Le faux implique faux, c'est vrai. C'est bon? L'implication est vraie. Le seul cas où l'implication est fausse, c'est lorsque disons, le début est vrai et le second est faux. C'est bon? Donc P implique P est une tautologie. Je sais que vous avez compris ça. Hein? Il y a plusieurs tautologies. Je peux vous en donner plusieurs. Si je prends par exemple, si je donne P et P implique Q, c'est une tautologie. Vous pouvez me poser la question, mais comment est-ce que moi j'ai fait pour savoir rapidement que c'est une tautologie? Je vais vous faire la table. Voilà. Je vais vous faire la table de vérité de ça. Vous allez voir pourquoi c'est une tautologie. Donc, table de vérité de P et P implique Q. Est-ce qu'il y a des nouveaux ici? Est-ce qu'il y a des nouveaux bacheliers ici? Est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous? C'est-à-dire ceux qui ont eu leur bac là récemment là quoi. Ils sont en train de se reposer pour le moment. Ils ne sont pas dans l'affaire là. On voit. Bon, je trace seulement, hein. Je ne sais pas combien de fois, mais bon, allons-y. Donc, en fait, on a quel cas? Soit voilà. Soit P est, donc on met P et Q. Donc soit P est vrai, Q est faux. Soit, bon, je vais mettre vrai d'abord. Soit P est vrai, Q est vrai. P est vrai, Q est faux. P est faux, Q est vrai. Ou bien P est faux, Q est faux. Bon, je pense que c'est tous les cas ça. Ok, maintenant, mon logique c'est d'avoir la table de P et P implique Q. Donc, il faut que je mette d'abord, je vais mettre P implique Q dans la table. Après, je vais mettre P et P implique Q. Ok, c'est après que je vais mettre P et P implique Q. C'est après que je vais mettre P et P implique Q. Voilà. Ok, là on y va mollo. Donc, ici, P implique Q est comment? P implique Q est comment? Vrai. C'est vrai ici? Faux là-bas. C'est faux, non? Et puis vrai. Ici. P est vrai. P implique Q est vrai. Donc P et P implique Q est comment? Vrai et vrai, c'est vrai, non? Vous commencez par bugger déjà. P est vrai.
P implique Q est faux. P et P implique Q est comment? Vous ne comprenez pas ce qu'on fait comment? P et P implique Q. Si P est vrai et P implique Q est vrai, alors P. On n'est pas dans ce cas. P est vrai. On voit clairement que P est vrai. P implique Q est faux. Donc P et P implique Q est faux. C'est faux ici. Ici aussi c'est faux. Ici P est faux. P implique Q est vrai. Donc c'est faux. P est faux. P implique Q est vrai. Donc c'est vrai. C'est faux, non? C'est faux là-bas. C'est tout simple. Hein? C'est pas ici que ça va commencer. Vous avez du travail à faire. Vous avez beaucoup de travail à faire. Parce que ça, c'est le truc bien bas. Ok, on continue. P et P implique Q. Mais il faut voir la valeur de vérité de P et P implique Q, c'est vrai. Q, c'est comment? C'est vrai. Maintenant, est-ce que P et P implique Q, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Ça fait, c'est vrai, parce que c'est vrai implique vrai. Ici c'est faux, ici c'est faux. Faux implique faux, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Ok, ici c'est faux. P et P implique Q est faux ici, et Q ici est vrai. Donc P et P implique Q, est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est le faux implique le vrai, donc c'est vrai. Maintenant ici, P et P implique Q c'est faux. Q c'est faux. Donc ici c'est comment? Ici c'est vrai. Vous voyez que c'est vrai dans tous les cas. C'est pour ça que c'est une tautologie. C'est cette tautologie qui est à la base du raisonnement par détachement. Encore appelé modus ponens. Bon, on va en parler la prochaine fois. Bon, sinon c'est assez facile à comprendre quand même. Parce que moi je me dis que si P est vrai, si on vous dit que P est vrai, je vous dis que, bon, je vous fais savoir que P est vrai. Je vous fais savoir aussi que si P est vrai, alors Q est vrai. Vous pouvez conclure que quoi? Qu'est-ce que vous pouvez conclure à partir des deux informations? Je vous fais savoir que P est vrai. Je vous fais savoir aussi que P implique Q aussi est vrai. Qu'est-ce que vous pouvez conclure à partir des deux informations là? Je vous dis que je suis content. Je vous fais savoir que je suis content. Je vous fais aussi savoir que si je suis content, alors je souris. Qu'est-ce que vous pouvez conclure? Ce sont les raisonnements de base qu'on est en train de revoir. Je suis content. Si je suis content, alors je suis content. Et qu'est-ce que je dis là? Je dis, je suis content. Si je suis content, alors je souris. Quelle est la conclusion que je peux déduire des deux informations que j'ai données? Je suis content. Si je suis content, alors je souris. Conclusion. Je suis content. Si je suis content. Conclusion. Conclusion. La conclusion, moi je dirais si je suis content, alors je souris. La conclusion c'est je souris. Point. Je vous fais savoir que je suis content. Actuellement je suis content.
Il faut aussi savoir que si moi je suis content là, je souris, tu peux conclure facilement à partir des deux informations là que je suis en train de sourire. Mais vous ne comprenez pas. On vous dit, on vous fait savoir que si le prof est énervé, le prof tape. Le prof tape. Si le prof est énervé, il tape Kofi par exemple. Si le prof est énervé, il tape Kofi. On vous fait savoir maintenant que, ok, aujourd'hui là, le prof est énervé. Qu'est-ce que je peux déduire? C'est qu'il tape Kofi. Bon, réfléchissez là-dessus. Réfléchissez là-dessus. Non, en fait, c'est ça qui est la base. Voilà, c'est ça qui est la base du raisonnement par détachement. Si P est vrai et que P implique Q est vrai, alors on peut déduire que Q est vrai. Bon, ok. Disons, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ok. Je vais vous laisser un quiz bientôt pour essayer de voir si vous avez compris tout ça là. Donc, avant d'y répondre, je vous conseille vivement de relire tout ce qu'on a fait afin de mieux comprendre. Voilà. J'enverrai la vidéo de cette session sur YouTube. Vous allez le voir. Voilà. Ok, j'espère que vous avez aimé la séance et merci pour votre participation. Faites-le savoir à vos amis qu'on travaille souvent dans les groupes, etc. Voilà. Ok, à la prochaine. Physique et algorithmique. Merci de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner surtout à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez, laissez un petit pouce blanc. Likez un petit pouce s'il vous plaît. Cela ne vous coûte rien, mais cela nous fait beaucoup plaisir. Commentez s'il y a des questions, des interrogations, s'il y a des suggestions d'ailleurs pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions, nous sommes là pour y répondre. Et surtout partager avec vos amis, vos camarades, dans les groupes, etc. afin de les aider aussi. Merci de faire partie de la communauté. À la suite.